En 1943, alors que la Grande-Bretagne se préparait aux dernières années de la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force se mit à faire décoller des bombardiers depuis un aérodrome reconverti situé dans la campagne de l'Essex, appelé Stansted Mount Fitchet. La piste avait été aménagée par des ingénieurs américains, s'étendant sur des terres agricoles réquisitionnées et construite pour les B-26 maraudeurs effectuant des missions au-dessus de l'Europe occupée par les nazis. Les pilotes l'appelaient un aérodrome avancé parce qu'il se trouvait plus près du continent que les aérodromes centraux de Londres. L'aéroport n'avait jamais été conçu pour desservir Londres, il avait été conçu pour bombarder l'Allemagne. Depuis 8 décennies, l'aviation britannique a accepté une étrange vérité. Londres ne possède pas un système aéroportuaire qui a été planifié. La ville possède un système aéroportuaire qui s'est accumulé. Heathrow se trouve à l'ouest. Gatwick se trouve au sud, Stansted et Luton se trouvent au nord, London City se trouve à l'intérieur de la ville, Southend se trouve loin à l'est, dans l'Essex côtier. En 2024, ces 6 aéroports ont accueilli ensemble 177,5 millions de passagers, faisant de Londres le système aéroportuaire urbain le plus fréquenté de la planète. L'aéroport d'Heathrow à lui seul a transporté un nombre record de 83,9 millions de passagers, représentant environ 47% de ce total. Mais voici ce qui n'a pas de sens. La plupart des grandes villes du monde ont résolu la question de l'aviation avec 1 ou 2 aéroports. Paris s'est concentré autour de Charles de Gaulle et Orly. Londres n'a rien fait de tout cela. 6 aéroports, 6 systèmes de pistes, 6 écosystèmes de compagnies aériennes différentes, 6 philosophies de zones de chalandise différentes, et elle débat encore de la capacité. Alors, comment une seule ville s'est-elle retrouvée avec 6 aéroports dont aucun ne peut entièrement résoudre son problème d'aviation ? Pour comprendre pourquoi Londres possède des pistes réparties sur 4 comtés, il faut comprendre pourquoi ce problème aéronautique a été considéré comme insoluble pendant si longtemps. Londres n'est pas seulement la capitale du Royaume-Uni. C'est à la fois un centre financier mondial, un géant du tourisme, une capitale politique, un carrefour de diaspora, un marché du voyage d'affaires, un marché de loisirs à bas coût, un marché de transit long courrier et un marché européen court courrier. Aucun aéroport unique ne pourrait desservir parfaitement tous ces marchés. La physique de la demande aérienne était impitoyable. Les passagers long courrier haut de gamme avaient besoin d'une connectivité mondiale et d'horaires coordonnés par créneaux. Les passagers loisirs à bas coût avaient besoin de tarifs bon marché. Les voyageurs d'affaires avaient besoin de proximité avec Canary Wharf et la City. Les communautés issues de la diaspora avaient besoin de liaisons vers l'Europe de l'Est, l'Asie du Sud, l'Afrique et les Caraïbes. Les aéroports capables de gérer l'un de ces marchés ne pouvaient pas gérer les autres. Ceux capables de gérer les autres ne pouvaient pas gérer le premier. Le compromis semblait permanent. Londres ne dispose pas d'un seul marché aéronautique. Elle en compte plusieurs, empilés les uns sur les autres. L'ampleur elle-même était écrasante. En 2024, les vols entre les aéroports de Londres et les États-Unis représentaient à eux seuls 19,6 millions de passagers, soit environ 12% de l'ensemble du trafic aérien international de passagers lié à Londres. Le système des 6 aéroports gère plus de 60% du trafic aérien total du Royaume-Uni. Aucune installation unique ne pourrait absorber cela. Ni les 2 pistes de Heathrow, ni la piste unique de Gatwick. Nulle part. L'aéroport d'Heathrow a ouvert ses portes en 1946 en tant que principal aéroport civil de Londres. Il s'est rapidement retrouvé entouré de développements résidentiels et à la fin du XXe siècle, il était devenu la principale porte d'entrée long courrier du Royaume-Uni. British Airways y a bâti son empire mondial. Virgin Atlantic y a ancré ses opérations transatlantiques. Les transporteurs de Star Alliance, One World et SkyTeam de tous les continents y acheminaient leur trafic. Heathrow est le joyau de la couronne de Londres et le goulot d'étranglement de l'aviation londonienne. Les chiffres expliquent pourquoi. L'aéroport fonctionne à une capacité presque absolue, enregistrant 471 280 mouvements de transport aérien de passagers en 2024 contre une limite légale stricte de 480 000. L'aéroport compte en moyenne 177 passagers par vol, le taux le plus élevé du système, car les compagnies aériennes sont contraintes de maximiser chaque créneau avec des appareils plus grands et des taux de remplissage plus élevés. Cela a créé une rareté artificielle sans équivalent ailleurs dans le monde. Les créneaux d'atterrissage de Heathrow sont devenus parmi les biens immobiliers les plus précieux de l'aviation.
Imaginez les créneaux d'atterrissage comme des places de stationnement valant plusieurs millions de dollars sur le marché immobilier le plus exclusif au monde. La plupart des compagnies aériennes ne pouvaient tout simplement pas se les offrir. Chaque tentative d'agrandissement de Heathrow s'est heurtée au même mur. L'aéroport est entouré d'un tissu urbain dense. Son expansion nécessite donc la démolition de logements, le réacheminement d'autoroutes et déclenche des décennies de conflits politiques. Une troisième piste a été proposée, annulée, relancée, contestée et retardée à de multiples reprises. Des estimations récentes évaluent le coût total à 49 milliards de livres sterling, y compris la mise en tunnel de l'autoroute M25 sous la nouvelle piste. Au début de l'année 2025, le gouvernement britannique a soutenu publiquement un projet de troisième piste de 33 milliards de livres sterling, visant une construction d'ici 2029 et une mise en service d'ici 2035. La ministre des Transports, Heidi Alexander, l'a qualifiée d'option la plus crédible et la plus réalisable. Mais l'opposition locale demeure farouche. Jusqu'à 1000 logements sont menacés par des ordonnances d'expropriation. Des villages historiques de l'ouest de Londres comme Sipson, Harmondsworth et Longford font face à une démolition partielle ou totale. La Heathrow Association for the Control of Aircraft Noise estime qu'entre 620 000 et 920 000 personnes sont touchées par le bruit de Heathrow. Puis, en 1953 et 1954, des livres blancs gouvernementaux désignèrent officiellement Gatwick comme le deuxième aéroport de Londres et commencèrent à traiter Stansted comme le troisième présumé. La stratégie multi-aéroport était désormais inscrite dans la politique nationale. Gatwick se situait au sud de Londres, à l'origine une solution de secours pour l'aérodrome plus ancien de Croydon. Il évolua vers quelque chose d'inattendu. Gatwick, c'est ce qui se produit lorsque l'aéroport de secours devient un véritable aéroport. En 2024, Gatwick a accueilli environ 43,2 millions de passagers. Il est devenu célèbre comme l'un des aéroports à piste unique les plus fréquentés au monde. Cette intensité à piste unique a son importance. Elle a prouvé que la demande de Londres était si massive que même un deuxième aéroport contraint pouvait devenir une installation européenne majeure à part entière. Gatwick s'est forgé une identité distincte. EasyJet y a établi sa plus grande base, détenant plus de 58% des créneaux de l'aéroport. British Airways exploitait des lignes long courrier de loisirs. Virgin Atlantic assurait autrefois des vols transatlantiques depuis Gatwick. Gatwick a prouvé que Londres avait besoin de davantage de capacité. Puis, en 1991, la reine Elisabeth II fit l'inauguration d'un nouveau terminal saisissant à Stansted, conçu par Lord Norman Foster. L'ancienne base de bombardiers américaine fut transformée en un hub de passagers moderne et à fort volume. Ce qui se passa ensuite réécrivit entièrement la carte aérienne de Londres. Dans les années 1990, les compagnies à bas coût se mirent à se développer en Europe et au Royaume-Uni. Ryanair, EasyJet, plus tard Wizz Air, virent quelque chose que Heathrow ne pourrait jamais leur offrir. Des redevances aéroportuaires bon marché, des créneaux disponibles, de vastes zones de chalandise, des opérations court courrier simples. L'argument économique en faveur des vols à bas coût ne fonctionnait tout simplement pas pour Heathrow. Stansted n'est pas le Heathrow raté de Londres, c'est l'aéroport Ryanair de Londres. Ryanair y construisit sa plus grande base opérationnelle, détenant environ 73% des créneaux de Stansted. En 2024, Stansted accueillit environ 29,7 millions de passagers, marquant une année record. Les passagers sensibles au prix étaient prêts à voyager plus loin pour des vols moins chers. La distance de Stansted par rapport à Londres n'est pas un défaut. Pour l'aviation à bas coût, elle devint le fondement. Stansted entame désormais une extension de terminal d'1,1 milliard de livres sterling visant une croissance jusqu'à 43 millions de passagers. Si Stansted a donné à Londres un aéroport low cost, Luton a prouvé qu'un seul ne suffisait toujours pas. Luton a ouvert en juillet 1938 dans le Bedfordshire, puis a servi de base à la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale, puis a rouvert à des fins commerciales en 1948. Il est devenu le tremplin de la révolution de l'aviation low-cost au Royaume-Uni lorsque EasyJet y a établi sa première base en 1995. En 2024, l'aéroport a accueilli environ 16,7 millions de passagers.
EasyJet y a développé une présence majeure, contrôlant environ 45% des créneaux de l'aéroport et transformant Luton en un canal essentiel pour les voyages bon marché au départ d'un autre aéroport londonien. L'aéroport dessert une zone de chalandise géographique différente de celle de Stansted. Les aéroports de Londres ne sont pas réservés aux seuls londoniens. Ils desservent toute l'orbite économique de Londres. En avril 2025, le gouvernement britannique a approuvé un Development Consent Order de 2,4 milliards de livres sterling pour étendre la capacité de Luton de 18 millions à 32 millions de passagers d'ici 2043. L'expansion devrait générer 11 000 nouveaux emplois et injecter 1,5 milliard de livres sterling par an dans l'économie locale. Les compagnies aériennes low cost ont transformé les aéroports peu pratiques de Londres en aéroports précieux. Puis, en 1987, quelque chose de radicalement différent se produisit. L'aéroport de London City ouvrit dans les Royal Docks réaménagés, plaçant une courte piste directement au cœur de la ville. C'était l'opposé de la stratégie de périphérie. London City fut construit pour Canary Wharf et la City de Londres. Pour les banquiers, les avocats, les consultants et les cadres d'entreprises dont le temps valait plus que le prix du billet. London City n'est pas construit pour tout le monde. Il est construit pour les personnes dont le temps vaut plus que le prix du billet. Les caractéristiques physiques de l'aéroport sont remarquables. Il utilise une approche abrupte, une trajectoire exceptionnellement raide, nécessaire pour franchir en toute sécurité les obstacles que constituent les gratte-ciel imposants de Canary Wharf. Seuls les avions disposant d'une certification de performance spéciale peuvent l'utiliser. En 2024, London City a accueilli environ 3,5 millions de passagers. Il dispose d'un modèle économique haut de gamme où la fréquence et la commodité priment sur la maximisation du remplissage. British Airways, via sa filiale BA City Flyer, détient environ 67% des créneaux de l'aéroport. Le revenu aéronautique par passager de London City n'est inférieur que de 18% à celui de Heathrow, une réussite extraordinaire pour un aéroport soumis à des contraintes de court courrier. London City est l'opposé de tous les autres aéroports de Londres. Moins de routes, moins d'avions, mais une proximité inégalée. Le site de Southend a été répertorié pour la première fois par le War Office comme terrain d'atterrissage potentiel en 1914. Il a officiellement ouvert en tant qu'aéroport municipal en 1935 et dans les années 1960, il avait atteint son apogée en tant que troisième aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni avant des décennies de déclin. Une extension de piste en 2012 l'a remis sur pied. EasyJet a contribué à faire connaître Southend dans les années 2010, puis s'est retiré et est revenu en avril 2025 avec 3 appareils basés desservant 6 nouvelles destinations. En 2024, Southend a accueilli environ 288 000 passagers, le plus petit chiffre des 6. Son image de marque londonienne reste controversée car il se situe loin à l'est, sur la côte de l'Essex. Mais Southend compte, car le marché londonien est si vaste que même des aéroports éloignés peuvent y trouver leur place. Il n'a pas besoin de concurrencer Heathrow, il lui suffit de capter des flux spécifiques. Southend, c'est l'aéroport qui prouve que Londres n'est pas juste un nom de ville, c'est un atout de marketing aéronautique. La raison pour laquelle Londres compte 6 aéroports n'a pas vraiment à voir avec la géographie, ni vraiment avec l'histoire. Elle tient à ce qu'une ville peut et ne peut pas faire lorsque chaque solution au problème de capacité engendre une nouvelle crise politique. Considérez l'alternative. Au début des années 2010, le maire de l'époque, Boris Johnson, défendait une solution radicale. Un tout nouveau méga aéroport à 4 pistes dans l'estuaire de la Tamise. L'idée était de déplacer entièrement l'empreinte sonore au-dessus de l'eau et de doter enfin Londres d'un hub unifié comme Istanbul, Doha ou Hong Kong. La commission des aéroports, dirigée par Sir Howard Davis, a rejeté de manière décisive ce projet en 2014. Le coût estimé atteignait 70 à 90 milliards de livres sterling. Le plan aurait nécessité la fermeture forcée de Heathrow, ce qui aurait provoqué un chaos économique dans tout l'ouest de Londres. Les obstacles environnementaux étaient sévères. Les routes de migration des oiseaux croisaient le site. Le SS Montgomery, un navire de munitions de la Seconde Guerre mondiale chargé d'explosifs et coulé, se trouvait sur la trajectoire d'approche proposée. Londres n'a jamais construit son méga-hub. Elle dispose à la place d'une constellation désordonnée. Voilà la logique plus profonde.
Chaque alternative au système des 6 aéroports s'est effondrée sous le poids politique, financier ou environnemental. La construction d'un méga-hub à partir de zéro a été rejetée. L'expansion sans fin de Heathrow a été bloquée. La concentration du trafic sur un nombre réduit d'aéroports était économiquement impossible. Alors Londres a fait ce qu'elle fait toujours. La ville a absorbé la demande en étendant ses infrastructures sur davantage de sites, dans davantage de directions, desservant davantage de marchés. Vous voyez, le système à 6 aéroports de Londres n'est pas un chaos opérationnel. C'est une spécialisation stratégique. Chaque aéroport sert un modèle économique de compagnie aérienne différent. British Airways a besoin de Heathrow parce qu'elle a besoin d'une connectivité long courrier haut de gamme. EasyJet a besoin de Gatwick et Luton parce qu'elle a besoin d'envergure à coût modéré. Ryanair a besoin de Stansted parce qu'elle a besoin de charges ultra basses. BA City Flyer a besoin de London City parce qu'elle a besoin de proximité avec Canary Wharf. Wizz Air a besoin de Luton pour répondre à la demande de la diaspora d'Europe de l'Est. Les aéroports de Londres ne sont pas des doublons. Ce sont des outils différents pour des modèles économiques de compagnies aériennes différents. Cette spécialisation va plus loin que les compagnies aériennes. Les aéroports de Londres reflètent aussi sa diversité socio-économique. Heathrow gère le long courrier haut de gamme. Gatwick gère le tourisme et le low-cost hybride. Stansted et Luton gèrent la diaspora et les loisirs sensibles au prix. London City gère les affaires. Southend gère le débordement. Les aéroports ne servent pas des frontières politiques, ils servent des zones de chalandise. Faisons le comparatif de Londres avec ses homologues. New York exploite 3 aéroports principaux. JFK, Newark, LaGuardia. L'aéroport d'Heathrow joue le rôle de JFK et de Newark pour les vols long courriers. London City remplit une fonction vaguement comparable à celle de LaGuardia, bien que plus petite et plus spécialisée. Stansted, Luton et Southend n'ont pas de véritable équivalent new-yorkais. Peut-être Stewart s'apparente-t-il à Southend. Paris s'articule principalement autour de Charles de Gaulle et d'Orly, avec Beauvais comme unique aéroport low-cost, éloigné et isolé. Le marché low-cost de Londres est bien plus réparti entre Stansted, Luton, Gatwick et Southend. Istanbul, Dubaï et Doha ont construit des méga-hubs unifiés à partir de zéro, sur des terrains à bon marché situés en dehors des centres urbains denses. Londres est plus ancienne, plus dense et politiquement plus difficile à réaménager. Elle ne pouvait pas simplement construire un seul aéroport géant et tout y faire transiter. C'est pourquoi le système londonien paraît plus chaotique que partout ailleurs. Mais cette fragmentation engendre de réelles frictions. Londres ne dispose d'aucune ligne ferroviaire à grande vitesse dédiée reliant directement ses aéroports. Le système aéroportuaire de Londres offre aux passagers le choix, mais pas la simplicité. Pourtant, chaque aéroport est aujourd'hui confronté à quelque chose que Heathrow, Gatwick et Stansted n'auraient pu imaginer lorsqu'ils ont commencé à s'agrandir. Une comptabilité climatique remettant fondamentalement en cause l'ensemble du modèle de croissance. Les émissions de l'aviation sont notoirement difficiles à réduire. Le Royaume-Uni s'est fixé des objectifs de neutralité carbone. Une 3e piste à Heathrow pourrait à elle seule rajouter des millions de tonnes de CO2 par an, compromettant directement les objectifs en matière d'énergie propre. La question n'est plus seulement de savoir où Londres devrait voler. Il s'agit de savoir dans quelle mesure Londres devrait voler tout court. Pourtant, les projets d'expansion se poursuivent dans presque tous les aéroports. Gatwick promeut un plan de 2,2 milliards de livres sterling visant à intégrer sa piste nord de secours dans un usage régulier à 2 pistes, portant sa capacité annuelle à 80 millions. London City a obtenu en août 2024 l'autorisation d'augmenter son plafond de passagers à 9 millions. Southend vise une future capacité ambitieuse de 10 millions de passagers par an. Chaque proposition d'expansion se heurte à une opposition environnementale. Chaque annulation renvoie la demande vers le système fragmenté existant. En 1943, des ingénieurs américains firent couler du béton sur des terres agricoles de l'Essex pour construire une base de bombardiers parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Stansted était une nécessité de guerre, pas le fruit d'une planification aéronautique. 8 décennies plus tard, cette même piste accueille 29,8 millions de passagers par an sur des vols Ryanair vers les plages de la Méditerranée et les villes d'Europe de l'Est. À travers Londres, la même transformation se répète. Luton était une base de chasseurs en temps de guerre. Southend était un terrain d'atterrissage militaire. London City a surgi de docks désaffectés.
Chaque aéroport a commencé par être tout autre chose, puis a été reconverti lorsque la demande de Londres a dépassé ses infrastructures précédentes. La carte des aéroports de Londres n'est pas un plan, c'est un registre fossile. Lorsque les passagers embarqueront demain dans 6 aéroports différents répartis sur 4 comtés, ils accompliront des voyages rendus possibles par des décennies d'accumulation plutôt que de conception. 6 aéroports, des dizaines de compagnies aériennes, des centaines de destinations et 177 millions de passagers en une seule année. La preuve que, parfois, les systèmes aéronautiques les plus importants au monde n'exigent pas de planification centralisée. Parfois, ils exigent une ville qui n'a simplement cessé de croître plus vite que n'importe quel système de pistes unique ne pouvait la contenir. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?